Europe 1. Le journal de 7h sur Europe 1, Christophe Lamar. Bonjour Christophe. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. L'attente des familles d'otages prolongée d'au moins 24 heures, c'est l'information de la nuit en Israël. Le gouvernement de Benjamin Netanyahou a réglé les points de désaccord qui subsistaient avec le Hamas. L'entrée en vigueur du cessez-le-feu est elle aussi décalée, lundi et non dimanche, comme prévu au départ. Bonjour Frédéric Simon. Bonjour à tous. Vous êtes le correspondant d'Europe 1 à Tel Aviv en Israël. Ce décalage dans le temps ne devrait pas empêcher le gouvernement de donner son feu vert définitif à l'application de cet accord. L'accord a été signé en effet par les représentants d'Israël, du Hamas, des États-Unis et du Qatar une journée plus tard environ que ce qui était prévu initialement en raison des derniers détails de l'accord qui faisait l'objet d'un litige entre Israël et l'organisation islamiste. Par conséquent, ce n'est qu'aujourd'hui dans la matinée que le cabinet restreint en charge des questions de défense en Israël se réunira pour l'approuver. Samedi soir, ce sera au tour du gouvernement dans son ensemble d'en faire de même. Ce délai repoussera d'1 jour, selon toute vraisemblance, la mise en œuvre de l'accord, l'entrée en vigueur du cessez-le-feu et les premières libérations d'otages que l'on attendait pour dimanche sont désormais prévues pour lundi. Un report d'une journée qui suscite la polémique en Israël, notamment parmi les familles des otages. En outre, les difficultés politiques s'accumulent pour le Premier ministre Netanyahou, la composante la plus à droite de sa coalition, le parti Force juive d'Itamar Ben-Gvir, a annoncé hier soir qu'elle quitterait le gouvernement si l'accord était officiellement adopté par Israël. Frédéric Simon, correspondant d'Europe 1 à Tel Aviv. On vous retrouvera, Frédéric, dans le journal de 8h pour les dernières informations. 33 otages devraient recouvrer la liberté à l'issue de la première phase de cet accord de cessez-le-feu, phase qui va durer plusieurs semaines. Il faut évidemment préparer leur retour après 15 mois de captivité. L'armée israélienne a mis en place un dispositif spécifique, son nom, les ailes de la liberté. Caroline Baudry. L'armée israélienne promet que les détails des ailes de la liberté seront dévoilés dans les jours à venir. Le protocole a déjà été mis en place lors du retour des otages en novembre 2023. Centre déployé tout près du point de passage de Kerem Shalom et arrivée des proches en hélicoptère. Côté Gaza, les captifs avaient été remis par le Hamas aux membres de la Croix-Rouge internationale chargés de les faire entrer en Israël. Un hélicoptère les avait emmenés à l'hôpital pour 4 jours d'examen. Cette fois, cela pourrait être bien plus long, estime Sabrina, une proche d'Ofer Calderon, toujours détenue à Gaza. D'abord, les hôpitaux sont prêts à recevoir les otages. On sait que ça ne sera pas comme la dernière fois où après quelques jours, la plupart des otages ont été libérés. Là, il s'agit des personnes qui ont été retenues dans des conditions insupportables pendant 15 mois. Dans quel état ils sont, on ne sait pas du tout. On sait qu'à Gaza, il n'y a pas de quoi manger. Sans parler de leur état psychologique, les Israéliens déjà libérés ont de lourdes séquelles après une captivité faite pour briser les otages. Caroline Baudry. Aux États-Unis maintenant, on prépare le D-Day, l'investiture de Donald Trump. C'est lundi. Europe 1 vous fait vivre l'événement dès aujourd'hui à travers une série de reportages et d'enquêtes en direct. La victoire de Donald Trump à la présidentielle de novembre consacre aussi d'une certaine manière la défaite du wokisme. Un courant de pensée ultra-progressiste dont les Américains ne veulent plus entendre parler. Pendant sa campagne, Donald Trump a eu des mots très durs promettant d'en finir avec cette idéologie. L'envoyé spécial d'Europe 1 s'est rendu en Pennsylvanie, dans la région de Pittsburgh, État qui a majoritairement voté Trump à la présidentielle. Ses supporters espèrent maintenant qu'il tiendra ses promesses. Reportage Wilfried de Villers. Sa casquette de vétéran vissée sur la tête, pelle à la main, John dégage la neige qui s'amasse devant sa maison. Le wokisme, il ne veut plus en entendre parler. Pour moi, c'est juste une idéologie qui crée de la confusion. Je suis old school, je ne suis pas d'accord avec toutes ces idées. Je pense que le wokisme a coûté très cher aux démocrates pendant la présidentielle. Je suis soulagé de voir que de nombreuses entreprises font machine arrière. Des programmes, des pratiques de recrutement inclusif mis en place ces dernières années sous l'égide des démocrates. McDonald's, Ford ou encore Walmart, plusieurs grandes entreprises ont réduit la voilure sur la diversité ces dernières semaines. Pour Kurt, c'est une preuve de plus que les idées woke reculent. J'ai hâte que mon entreprise fasse machine arrière aussi. Pour moi, ce n'est rien d'autre que du racisme. Soyons réalistes, si vous deviez subir une opération du cerveau, voudriez-vous d'une personne moins qualifiée du moment qu'elle réponde aux normes de diversité? Non. Il voit aussi d'un bon œil les déclarations de Trump concernant les transgenres. Ils peuvent vivre comme des femmes s'ils le souhaitent. Ils en ont le droit, je m'en fiche. Si une personne trans veut s'appeler Sarah au lieu de Sam, pas de problème. C'est sa vie, ça la regarde. Selon Kurt, le plus important, c'est de préserver le mode de vie américain. À Spinwall, Wilfried de Villers, Europe 1.
Voilà, et on retrouvera Wilfried de Villers tout à l'heure en direct à 7h40 sur Europe 1 en direct depuis Washington, où c'est là que tout va se passer lundi pour cette cérémonie d'investiture de Donald Trump. Il est 7h05. Venons-en à la politique. Le Rassemblement national et le PS ont offert hier un sursis à François Bayrou. La motion de censure déposée par la France Insoumise, approuvée par 131 députés seulement, très loin des 288 nécessaires. Une large majorité de socialistes a refusé de joindre ses voix à celle du nouveau Front populaire. Le premier secrétaire du PS, Olivier Faure, s'est justifié à la tribune de l'Assemblée nationale. Je le dis à mes collègues, si souvent nous nous sommes interrogés sur notre utilité, notre vocation n'est pas toujours de nous limiter à prendre date en attendant toujours la prochaine élection. Elle est d'arracher jour après jour toutes les victoires possibles. Nous allons donc donner toutes ces chances à la négociation. Mais si nous avons le sentiment que le débat est verrouillé, nous déposerons une motion de censure. Olivier Faure tentant de convaincre ses collègues et alliés du NFP, réponse cinglante du leader de la France Insoumise, Jean-Luc Mélenchon. Il n'y a pas d'indignité à dire que l'on s'oppose quand on est l'opposition. Si on ne s'oppose pas, alors il n'y a plus d'opposition. Il faut donc assumer la réalité telle qu'elle vient des mandats du peuple. Cette discussion ne peut pas avoir lieu dans les conditions dans lesquelles nous sommes placés aujourd'hui parce que le gouvernement n'est pas légitime. On ne peut pas le qualifier de légitime jusqu'à ce soir, parce que le cadeau de la légitimité lui a été fait. Puisque la censure n'est pas votée. Interview recueillie par Maï-Hélène Trémollet du service politique d'Europe 1. Et puis venons-en à cette affaire qui bouleverse le Royaume-Uni. Elle provoque une immense colère de l'opinion publique britannique. Le gouvernement annonce l'ouverture de plusieurs enquêtes sur les accusations de viol et d'agression sexuelle commises par des gangs de Pakistanais sur des mineurs. Ces viols collectifs auraient été commis entre la fin des années 90 et le début des années 2010, Maxime Gondelot. Oui, il a fallu l'intervention de l'homme le plus riche du monde pour faire bouger les choses. 7 tweets en moins de 24 heures ont suffi à faire réagir la classe politique anglaise. Hier, la ministre de l'Intérieur a annoncé au Parlement une aide de plus de 11 millions d'euros pour aider les enquêtes locales. Des gangs d'hommes d'origine pakistanaise s'en sont pris à des mineurs. À Rotherham, par exemple, ce sont près de 1500 mineurs qui ont été drogués, violés et exploités sexuellement par l'un des gangs pendant 16 ans. Des crimes qui n'ont pas été punis par les autorités par peur de créer des tensions communautaires dans le pays ou par calcul électoral. D'ailleurs, l'un des procureurs généraux de l'époque était Keir Starmer, l'actuel Premier ministre. Elon Musk l'accuse d'avoir étouffé l'affaire et demande sa démission. Yvette Cooper a aussi demandé un audit rapide sur 3 mois pour connaître la situation globale du pays. Cet audit doit étudier les facteurs culturels et sociétaux dans ces affaires d'exploitation sexuelle d'enfants. Des mesures insuffisantes, jugent les parlementaires conservateurs qui appellent à une enquête nationale. Maxime Gondelot. Une nouvelle interpellation d'un influenceur algérien. L'homme qui se présente sous le nom de Madi s'était vanté sur les réseaux sociaux de vouloir commettre des actions violentes sur le sol français. Interpellé mardi, condamné et incarcéré. C'est de l'annonce du ministre de l'Intérieur sur Twitter X. Tous les détails dans le journal de 8h. Rendez-vous est pris. Merci beaucoup Christophe Lamar, c'était votre journal. Il est 7h08 sur Europe 1. À suivre les enfants d'Europe 1 avec Laure d'Autriche. Dimitri. Oui. Et bonjour.